contrairement à ce que pensent beaucoup de gens dans la négociation, c'est pas dans ton intérêt d'arnaquer l'autre, entre guillemets. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux t'amener à accepter un mauvais deal. T'es un peu fatigué, t'as envie que ça s'arrête, t'as faim, c'est un truc tout bête. Il faut être capable de te dire qu'à un moment, tu peux partir. Si t'es désespéré, tu pars mal. Surtout si t'es face à quelqu'un qui le sent. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui se passe si jamais je signe pas ce deal? Est-ce que ma boîte va s'effondrer ou est-ce que c'est pas grave en fait? Et j'étais nul à l'époque en entretien. Il me dit, c'est quoi tes prétentions salariales? C'est ce que je lui réponds. Je lui dis, ce qu'il y a comme vous voulez. Salut David. Salut, tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ouais, top. Aujourd'hui, on va aborder un sujet complexe, assez théorique, mais pourtant en fait qui est sous-estimé. C'est comment négocier comme un boss, apprendre à négocier les techniques, etc. Donc ce que je te propose, on va direct dans le vif du sujet et je vais présenter le programme aux gens. Donc désolé, aujourd'hui il va y avoir en tout cas pas mal aussi de références, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont écrire sur la négociation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va présenter pourquoi la négociation c'est important. Ensuite, les étapes, donc la préparation d'une négociation. Ensuite, la posture quand on rentre dans une négociation. Comment gérer, après les techniques à utiliser dans les négociations. Gérer l'hostilité. Et le dernier point, quand savoir partir d'une négociation. Donc, ce que je te propose, c'est déjà d'expliquer en fait que j'ai vu une étude, une stat super intéressante. En fait, on négocie tout le temps, tous les jours. Et il y a une étude, alors je ne sais plus à retrouver, mais il y a pas beaucoup d'études précises, mais certaines études montreraient que dans certains cas, on négocierait plus de 10 fois par jour ou 100 fois par semaine, dont les négociations avec soi-même. On est toujours en train de négocier, que ça soit des parents qui doivent faire manger des légumes à leurs enfants, de savoir à quel restaurant on va avec d'autres personnes. Ça peut être une négociation de salaire, ça peut être aussi une négociation sur les termes d'un contrat, ça peut aussi être sur les tâches ménagères avec son partenaire. On est tout le temps en train de négocier. Donc c'est pour ça que c'est important la négociation. Et pourquoi en fait ce sujet est important, c'est parce que il y a peu de gens qui sont formés en fait à la négociation, et il y a des professionnels, il y a de la théorie, il y a eu plein de livres qui ont été écrits sur la négociation, notamment sur comment négocier un salaire, comment négocier un prix, mais aussi quelles sont les attitudes à avoir quand on doit négocier par exemple avec son voisin. Ou sur un conflit hostile, et là-dessus, on va voir un petit peu nos expériences. Est-ce que tu as des choses à dire, toi, sur la négociation, déjà, pour présenter un peu le thème? Non, c'est vrai que la négociation, comme tu dis, c'est vraiment un sujet qui est omniprésent, en fait, dans la vie de tout le monde, bien évidemment. Après, c'est sûr que quand tu penses négociation, la première chose à laquelle tu penses, c'est négociation dans le cadre du business. Mais je pense que ça va être un épisode intéressant, parce que ça peut donner des clés à tout le monde pour gérer toutes les négociations, même du quotidien, en fait. Ouais. Écoute, figure-toi que j'ai lu plusieurs livres sur la négociation, et donc il y a plusieurs références là-dessus, et j'ai appris plein de trucs, quoi. Donc le premier, je pense, le premier sujet abordé, c'est la préparation d'une négociation. Donc, par exemple, toi, dans ta boîte, vous faites, si je dis pas de bêtises, des entretiens annuels avec chaque personne, non? Ouais, exact. Ça se prépare, ça? Ça se prépare, bien sûr, ça se prépare. Et c'est une négociation? Parce que le sujet, ça va être l'oseille, non? À un moment donné, si le sujet... Oui, le sujet va venir sur la table. À un moment donné, c'est récurrent. Tous les ans, tu as la question des augmentations. Et donc, tu as plusieurs manières d'aborder le truc, tu vois. Soit tu te dis, il y a des boîtes dans lesquelles on se dit, OK, voilà, il y a 2% d'augmentation, plus ou moins, pour tout le monde. Ça, c'est un peu la technique, j'ai envie de dire, moi que j'appelle pas de couilles, pas d'embrouille, tu vois. C'est-à-dire que c'est pareil pour tout le monde. Tu es sûr de ne pas avoir de conversations compliquées avec les uns et les autres. Et puis après, tu peux aussi te dire, OK, on est dans une boîte, on souhaite reconnaître en fait les efforts exceptionnels, les performances exceptionnelles qui ont été délivrées par certaines personnes. Mais ça veut dire que si tu donnes une enveloppe, peut-être que si tu donnes plus à certaines, tu vas donner moins à d'autres personnes. Et forcément, chaque personne que tu vas rencontrer attend
une augmentation, tu vois. Et donc, si tu prépares justement tes entretiens efficacement, eh ben, tu dois être en mesure de pouvoir expliquer pourquoi tu vas donner tel montant à telle personne et pourquoi peut-être tu vas donner une augmentation moindre, voire pas du tout d'augmentation à d'autres personnes. D'accord. Et est-ce que toi, tu fais ça au doigt mouillé ou quand tu rentres dans la négo, tu sais à peu près combien tu es prêt à lâcher ou... Il n'y a jamais d'entretien au doigt mouillé. Non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton entretien annuel, c'est aussi la résultante de ce qui s'est passé sur l'année. Et donc, nous, on a ce qu'on appelle les quarterly reviews, c'est-à-dire tous les trimestres, tous les quarters, déjà, tu fais un point avec tes collabs, donc sur quels ont été les accomplissements qui ont été réalisés par la personne, où est-ce qu'elle en est de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés. Et normalement, en réalité, si ça a été bien fait tout au long de l'année, la question de l'augmentation, elle est quelque part, elle est pliée d'avance, tu vois. Mmh. Ouais, mais il y a eu d'autres questions, par exemple sur le fait des conditions de travail, par exemple. Il y a peut-être certains qui veulent plus de télétravail ou qui veulent, je sais pas, sur les vacances. Enfin, vous êtes toujours en train de négocier, non ? Alors nous, on est en full remote, donc la question du télétravail, elle est réglée. Après, alors après, ce qui peut se passer, en revanche, c'est que quand tu dois annoncer à une personne qu'elle n'a pas été aux objectifs et que, par conséquent, elle aura une augmentation, peut-être pas l'augmentation, une augmentation moindre. Ce qui va se passer dans la quasi-totalité des cas, c'est que la personne va chercher à expliquer sa contre-performance par des éléments contextuels. Tu vois, elle va te parler du marché, elle va t'expliquer que peut-être les objectifs ont mal été définis, ont été trop ambitieux. Donc là, c'est toujours hyper intéressant, justement, toi, de préparer en amont et de voir au sein de l'équipe dans laquelle la personne évolue, qu'est-ce qu'il en est de la perf des autres également, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es le seul à ne pas avoir atteint tes objectifs dans une équipe qui, elle, a performé soit normalement, soit a surperformé, c'est pas un argument qui peut tenir. Après, on pourra aussi te dire, oui, on est dans les mêmes conditions, mais moi, j'avais peut-être pas le même portefeuille client, blablabla. Sauf qu'à un moment donné, justement, la constitution de ce portefeuille client, il a aussi fait l'objet d'une négociation. La personne a été OK pour prendre ce portefeuille client. Donc, voilà. OK. Parce que dans la théorie, en gros, la théorie, elle est hyper simple et pourtant, peu de gens la connaissent. C'est qu'en fait, tu as une courbe. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça a un nom spécifique, je ne me rappelle plus du nom. Mais en gros, si c'est chiffré, tu as un delta où il y a un point, on va dire, je sais pas, imaginons 50 000 €, c'est ce que tu as envie. Et après, il y a tout ce qui est au-dessus. Okay. Et on va se dire, jusqu'à ce que toi, tu penses être le maximum acceptable. Donc ça, c'est la zone, je crois que ça s'appelle l'angle alpha ou quelque chose comme ça. Après, il y a toute la zone, on va dire en dessous de 50 000 jusqu'à ce que tu penses être le minimum acceptable pour toi. Okay. Donc ça, c'est la zone médiane. Et après, il y a le prix plancher, tout ce qui est en dessous et que toi, tu n'es pas prêt à accepter. Et contrairement en fait à ce que pensent beaucoup de gens dans la négociation, tous les théoriciens de la négociation t'expliquent que c'est pas dans ton intérêt en fait d'arnaquer l'autre entre guillemets. Non, jamais. Ouais. Il faut rester dans la zone. Voilà. Mais en fait, c'est la zone médiane, quoi. Mais cette zone, il faut que tu l'aies préparée avant, parce que si tu arrives dans une négociation et que tu n'as aucune idée du prix plancher, la personne peut se faire baisser. Et à un moment, si tu n'as pas mis tes objectifs en amont et tu sais pas ce que toi tu veux, en fait, tu fais au doigt mouillé. Et à un moment, peut-être que si tu es mal luné, tu peux accepter un mauvais deal, en fait. Ouais, carrément. En fait, en plus, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux t'amener à accepter un mauvais deal. Tu sais, des fois, tu rentres dans le négo, tu es un peu fatigué, tu as envie que ça s'arrête, ou tu as faim. C'est un truc tout bête, hein, mais même l'heure à laquelle, toi, on t'invite, par exemple, quand tu as un client qui t'invite, je sais pas, le service achat, à une certaine heure pour faire la négo, s'il t'invite pour commencer la négo à midi pile, par exemple, tu vois, ça peut faire partie des stratégies, par exemple, pour se dire,
Le mec, à un moment donné, il va avoir faim, il va être saoulé, ou alors en fin de journée, il va être fatigué. Donc, il va être plus enclin à accepter justement des conditions qui peuvent être défavorables. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, chercher à négocier, à racler au maximum, que ce soit un collab sur son salaire, un futur collaborateur sur son salaire, donc essayer de négocier, de l'avoir au moins cher possible, ou essayer de négocier avec un fournisseur le tarif le moins... lui casser son tarif. En fait, tu gagnes pas. Tu as l'impression que tu gagnes à très court terme, mais sur le moyen et le long terme, ton collab que tu as recruté à pas cher, il va peut-être pas être aussi engagé dans son job que ce qu'il aurait été s'il avait accepté, si tu lui avais proposé un salaire qui lui semblait plus acceptable. Le fournisseur auquel tu as pris, 20 points, 30 points de réduc, peut-être que tu vas pas être sa priorité quand tu vas l'appeler, tu vois. Peut-être que si jamais c'est une prestation de conseil, ils vont pas mettre autant d'énergie justement à délivrer la presta que si jamais tu avais été identifié comme étant un bon client. Donc en effet, hyper important, en tout cas à chaque fois que c'est toi qui vends quelque chose, en effet, se dire, comme tu l'as très bien dit, tu as le tarif, tarif idéal, on va dire. Après, tu as le tarif exceptionnel, bon, ok. Ensuite, tu as le tarif en dessous duquel j'ai pas envie trop de descendre. Et après, le tarif plancher. Et ce tarif plancher, c'est vraiment celui qui, à un moment donné, doit te faire dire si ça descend dessous, non, ok, j'arrête et puis je m'en vais, quoi. Mais sachant qu'aussi, même dans la manière, tu vois, d'accepter des décotes sur ton prix de base, en fait, pour moi, ça doit toujours s'accompagner de contrepartie. Et jamais, par exemple, je ne sais pas, admettons, tu as une offre à 10 000 euros, tu vois. Jamais te dire, si le prospect, le client te dit, OK, moi j'ai 5 000 de budget, même si toi, tu es prêt à accepter à 5 000, non, jamais, en fait. Tu ne vas jamais descendre à ton prix plancher. En fait, moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'y aller petit à petit et toujours de demander une contrepartie en échange de, justement, d'un avantage auquel tu as consenti, quoi. Ouais. Moi, je me rends compte aussi, alors on n'a pas le même type de business, mais que déjà, quand tu commences à négocier, ça me saoule. Okay. Alors, il y a des secteurs dans lesquels la négociation, ou il y a des pays dans lesquels la négociation est courante. Ouais, ça peut être culturel. Ouais. Ça peut être culturel. Ça peut être très différent. Il y a des pays où c'est monnaie courante de négocier. Mais il y a des secteurs aussi, je pense notamment le secteur du textile, où en fait la négociation est une pratique courante. Moi, en ce qui concerne les prestations intellectuelles, en fait, pour moi, le prix est le prix. Et j'aime pas qu'on commence à négocier les trucs automatiquement. Parce que je trouve que c'est un peu un manque de respect. Alors, on pourrait se dire, oui, mais si la personne, elle va peut-être pas acheter à ce prix-là, mais elle serait prête à acheter à un autre prix ou dans d'autres conditions. Mais en fait, quand les gens commencent à négocier, souvent, je trouve pas que ce soit très bon signe, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, ça renvoie à plein de choses. Tu vois, souvent, on voit la négociation justement comme une négociation purement marchande sur le prix. Mais en fait, on voit qu'il y a une dimension psychologique qui est hyper importante. En fait, il y a l'ego, tu vois, qui rentre vachement en jeu, en fait, dans les négociations. Et la négociation, à mon sens, c'est même plus un jeu de pouvoir, tu vois, dans bien des cas, que simplement une question sur le tarif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne qui baisse ton tarif, ça veut dire quoi ? Tu vois, est-ce que c'est juste un jeu ? Est-ce qu'elle veut juste prendre 10%, 10 points sur ton offre ? Ou alors est-ce qu'elle est en train de dévaluer, en fait, ton offre ? Et c'est vrai que de la manière dont toi, tu vas percevoir cet acte de négociation, cette demande qui t'est faite, soit tu peux en effet le prendre de manière très détachée, dire bon ok, il cherche à gratter 10 points, je vais voir ce que je peux obtenir en contrepartie, ou alors tu peux te dire mec, no way, ça va pas le faire en fait. Enfin, t'es en train de faire quoi là ? T'es en train de poser les bases pour une collaboration qui va peut-être pas être très respectueuse par la suite, quoi. Ouais. Je te propose de passer un petit peu aux techniques, un petit peu à la théorie sur
ce que moi j'ai appris par l'expérience, mais aussi notamment des livres. Il y a le livre de Laurent Combalbert, c'est un ancien du RAID, donc qui a pas mal théorisé en fait ces négociations, et notamment la posture dans la négociation. Il y a le fameux livre de Chris Voss, Never Split the Difference, où il y a pas mal en fait aussi de théories et d'exemples. Il y a aussi il y a le livre How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Et en fait, on se rend compte que la négociation, avant même en fait, d'ouvrir la bouche, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Que ce soit une négociation de salaire, une négociation pour les tâches domestiques, une négociation... il y a plusieurs choses. Donc la première chose, qu'ils disent à peu près tous, c'est de contrôler ses émotions. Clairement. Donc ça, qu'est-ce que ça indique ? Ça indique que la négociation, c'est souvent un acte marchand. Les gens ne sont pas à l'aise avec le fait de marchander, toujours. Et ils peuvent... donc la première erreur qui est courante, c'est de rendre ça personnel. Donc par exemple, attaquer la personne en face ou lui manquer de respect, essayer de l'humilier ou lui essayer de la culpabiliser ou autre, et plutôt regarder ce qui se passe factuellement et logiquement, et ne surtout pas rentrer dans une logique de reproche, une logique vindicative, tu vois. Donc en fait, ça c'est très important, et tous les spécialistes de la négociation le disent, c'est il faut contrôler ses émotions et garder son calme. Mais clairement, tu sais, c'est rigolo parce que je pense après que ça a quand même évolué pas mal, le rapport justement à la négociation, tu vois. J'allais dire ces dernières années, mais enfin, moi j'ai démarré, tu vois, c'était il y a 23 ans dans le business, et je me souviens de certaines négos. En particulier, j'ai un client en tête. On devait négocier un accord au niveau du groupe, tu vois, équipé. C'était une boîte dans l'intérim. Et on nous avait fait venir, donc j'étais avec mon associé, on nous avait fait venir, petite salle, tu vois, petite pièce, pas trop aérée, un peu surchauffée. Et je me souviendrai toujours, l'acheteur qui s'était installé, tu vois, déjà il fait, bon, je vous propose qu'on fasse un tour de table. Donc moi je me présente, je m'appelle comme ça, donc le mec se présente, tu vois, il termine. Et en fait, on se dit, nous, on va se présenter. Et non, le mec, il rentre directement dans le vif du sujet. Déjà, tu dis, OK, donc tu nous expliques, on va se présenter. Et toi, tu te présentes et tu dis, bon, soit. Et le gars, après, nous explique, voilà, je rappelle pourquoi on est ici. Donc, vous vendez des solutions pour évaluer le potentiel des candidats. Mais nous, on cherche un truc sérieux. Nos candidats, c'est pas des connards qui ont fait un master en psychologie. C'est pas ce genre de candidat. Tu vois, et moi, j'ai fait un master en psychologie. Il le savait. Tu vois, et donc, je me suis dit, putain, le mec, il aborde la négo, il te prend, il te descend, tu vois, directement en bas. Donc, il va se mettre directement en position haute. Et donc, donc ça, c'était l'acheteur. Et on avait l'autre gars qui était responsable de tous les outils d'évaluation pour l'ensemble du groupe qui était là. Je le voyais, tu sais, il commençait à avoir les gouttes comme ça. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi? Et par exemple, c'est sûr que dans des situations comme celle-là, garder ton sang-froid, tu vois, même quand tu sais que tu dois le faire, le mec, t'as juste envie de te lever et de l'emplafonner, en fait. Donc, ouais, ça a été une belle épreuve, je me souviens à l'époque, ça, par exemple. En fait, sur ce qui est conseillé dans la théorie sur la négociation, c'est évidemment de ne pas rendre ça personnel, surtout quand les gens sont... Et on en parle un peu plus tard, mais quand il commence à être vindicatif, t'es quelqu'un qui vient t'embrouiller, etc. Oui. En fait, surtout pas faire le miroir du vindicatif, garder son sang-froid, garder son calme. Et donc il y a ça. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, et ça vient aussi... donc ça vient de tous les livres de négociation, notamment du livre de Chris Voss, mais aussi d'un livre de No More Mr. Nice Guy. C'est que dans la posture, quand tu rentres dans une négociation, il faut être capable de te dire
qu'à un moment, tu peux partir. Ouais. Si t'es désespéré et que tu as absolument besoin de conclure le deal, bah, tu pars mal. Surtout si tu es face à quelqu'un qui prend, qui le sent, quoi. Et d'ailleurs, le bon négociateur, le bon entrepreneur, c'est un peu comme un requin, en fait. Il sent, tu vois. Et ça peut. Il sent quand ça commence à saigner, ouais. Ouais. Et, mais en fait, c'est pas juste que tu as envie, le gars, de lui faire baisser au maximum, mais c'est que parfois, une personne désespérée peut ne pas inspirer confiance. Ah mais complètement. De toute façon, le fait d'arriver en étant needy, tu vois, enfin, et moi, enfin, c'est toujours ce que je dis, tu vois, même à nos sales. C'est-à-dire que si tu arrives à un moment donné chez le client et comme il sent que tu as besoin de ce contrat, que ça va te permettre de faire tes objectifs, ton truc, si tu signes pas, tu vas pas avoir ta prime. Ah mais c'est mort en fait, c'est mort. Moi, je sais, hein, les meilleurs deals qui ont été signés chez Assessor, à chaque fois, ça a été par des personnes justement qui ont cette capacité à rentrer dans un deal, si tu veux, dans une négo, comme s'ils en avaient rien à... Enfin, comme s'ils n'avaient rien à perdre. Tu te dis, OK, je suis là pour trouver le meilleur terrain d'entente possible, pour vous proposer un super deal qui nous permet de faire affaire ensemble. Après, si on ne fait pas affaire, ça ne va pas changer ma vie, ça ne va pas changer la vie de la boîte, en fait. Tu vois, et moi, je suis convaincu que quand tu arrives avec cette attitude-là, en fait, ça te met dans les meilleures dispositions possibles. Et ouais, c'est clair. En fait, c'est ça qui est complexe, c'est que faire attention, évidemment, à ne pas paraître arrogant ou je m'en foutiste, tout en étant confiant. Donc, pour ça, il y a des techniques que dit Chris Voss. Donc, il y en a deux dont on peut parler, qui sont... ce qu'il appelle le mirroring en anglais, et le deuxième, c'est l'écoute active. Donc, le mirroring, c'est par exemple, en fait, le but d'une négociation, c'est d'obtenir le maximum d'informations possible pour soit faire une proposition, soit savoir où la personne, elle en est, en fait. Et donc, souvent, la question, parce qu'on dans une négociation, il peut aussi avoir des objections, et la négociation peut être le fait de bien comprendre ce qu'on va proposer à la personne pour lever ou non les objections. Donc le mirroring, qu'est-ce que c'est ? C'est tu vas dire oui, mais en ce moment, je sais pas parce que ça a l'air bien votre programme, mais en ce moment, c'est un petit peu dur financièrement. Et le mirroring, c'est tu répètes les 3 derniers mots de la phrase. Tu dis un peu dur financièrement. Et en fait, la personne, tu lui poses pas une question. Juste, tu répètes ce qu'elle dit en posant et en fait, elle va donner plus d'informations. Parce les personnes, il y en a qui sont des vrais pipelettes, mais il y en a qui vont peut-être dire oui, alors en fait, c'est pas le bon moment, etc. Et essayer de mieux comprendre. Donc ça, c'est mirroring avec l'écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire comprendre, poser des questions, mais c'est pas être constamment dans le pitch et vraiment essayer. Tu vois, il y a des gens, ils m'ont déjà mis des tunnels en fait où ils te présentent 1000 slides sur des choses dont tu n'as pas du tout besoin en fait. Et ça revient un peu à notre épisode sur mener un entretien de vente, une négociation. En fait, il y a un truc que tu dois comprendre et que dont peu de gens se rendent compte, c'est que en fait parfois toi il y a quelque chose que tu veux et la personne en fait elle veut autre chose et du coup vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle l'OCP. Donc ça, c'est du livre de Laurent Combalbert, l'objectif commun partagé. Par exemple, on va dire, je sais pas, sur une négociation, par exemple, quelqu'un va dire oui, tu fais pas assez le ménage, etc., etc. En fait, la personne, parfois, elle va croire qu'en fait, c'est un problème de ménage. En fait, c'est pas ça que l'autre personne veut. Ça peut être peut-être plus d'investissement dans une relation ou autre. Et en fait, ça se trouve, la personne va changer, va faire peut-être plus de ménage, mais aura pas compris exactement ce que la personne veut en face. Donc, il faut déjà, cette OCP, il faut comprendre ce que la personne en face veut. Parce que, en fait, juste parfois dans la manière
de comprendre, de poser des questions, en fait, juste si tu comprends, ah, mais en fait, ce que tu veux, c'est ça. Et la personne, elle n'a pas forcément, en face, elle n'a pas forcément verbalisé. Et elle peut très bien se dire, bah, évidemment, tu t'en rendais pas compte. C'était pas, tu vois. Donc, en fait, il faut déjà comprendre dans l'écoute active, donc mirroring, essayer d'approfondir. Et l'écoute active, c'est essayer de comprendre, en fait, on est là dans la négo, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux. C'est pas toujours facile, ça, parce que tu sais, je pense que la plupart du temps, surtout quand tu es dans un contexte de négociation, en fait, la plupart des gens se sentent pas en danger, tu vois, mais on se dit toujours, qu'est-ce qu'il va essayer encore de me gratter ou de me tirer celui-là. Donc, quand tu écoutes l'autre, t'écoutes, mais tu prépares ta réponse, tu vois. Donc souvent, tu arrêtes de parler, tu écoutes la personne, mais tu commences déjà à formuler la réponse, tu sais, ou à préparer toi ton argument que tu as envie de balancer. Alors qu'en fait, en effet, la meilleure stratégie, c'est vraiment de se dire, OK, j'accepte quelque part un peu de lâcher prise, tu vois. C'est-à-dire, tu te mets pas, parce que si tu restes en situation de défense à te dire qu'est-ce qu'il va m'envoyer, tu peux pas en fait vraiment comprendre ce que l'autre veut. Alors que ça nécessite quelque part d'accepter de se faire un peu influencer par l'autre qui t'envoie ses arguments, qui s'explicite. Tu vas peut-être même reformuler, lui demander des explicitations, creuser, jusqu'à ce que tu comprennes en effet ce qui est important pour la personne. C'est la seule manière, à un moment donné, de pouvoir atteindre ton but et puis d'avoir des arguments qui vont faire mouche, quoi. C'est dans le livre de Dale Carnegie sur l'influence où en fait il te dit que en fait c'est une question d'empathie. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'empathie, la sympathie, on a souvent tendance à confondre, mais qu'il dit qu'en fait la majorité des gens quand ils vont dans une négociation, ils se disent ils sont là pour protéger leur butin, protéger leurs intérêts, etc., etc. Et en fait, il dit, mais essaie vraiment de comprendre ce que la personne en face veut. Parce que peut-être que tu es prêt à lâcher sur certaines choses et ne pas voir ça. Une négociation n'est pas une confrontation. Voilà, donc ça, sur la posture. Et ça, c'est difficile, tu vois, ce que disait donc Laurent Combe-Albert, objectif commun partagé. C'est-à-dire, on est dans une discussion, qu'est-ce qu'on veut en commun, jusqu'où tu es prêt à descendre. Et le fait de ne pas partir avec ce truc psychologique de vouloir absolument, entre guillemets, niquer l'autre. Mais se dire, OK, comment on peut faire, et ça a été démontré, que si on fait un accord qui est gagnant-gagnant, c'est beaucoup mieux que si on fait un bad deal et que le deal, il n'est pas bon pour la personne en face. Parce qu'elle peut avoir du ressentiment, elle peut se sentir revanchard, et elle peut aussi se dire qu'elle s'est faite avoir. Et ça, c'est un sentiment que personne n'aime. T'as pas envie de le ressentir. C'est intéressant, tout à l'heure tu parlais du mirroring, tu vois. En fait, comme cette technique où tu vas répéter par exemple les 3 derniers mots de la personne, je croyais que tu voulais parler d'un autre truc parce qu'il y a une autre technique qui marche bien aussi pour justement créer une sorte de courant de sympathie un petit peu avec la personne avec laquelle tu es en négociation, parce qu'il ne faut pas oublier... Dans l'imaginaire collectif, souvent quand tu es dans une négociation, tu viens pour un affrontement, tu vois, avec des intérêts qui peuvent être divergents. Et en fait, tout l'art, je trouve, enfin psychologique un peu de la négo, c'est aussi de faire comprendre à l'autre justement que tu n'es pas là pour le niquer, tu vois. Et tu as une technique qui marche très très bien pour ça, qui est extrêmement simple, mais qui paraît même parfois trop simple. Mais c'est de mirrorer, mais même physiquement, tu vois, sa posture. C'est-à-dire, si tu as une personne à un moment donné qui se met comme ça, et tu le fais, mais en miroir. Tu vois, la personne utilise certains mots, alors pas forcément les 3 derniers mots, mais par exemple, elle va utiliser un certain vocabulaire, certains termes spécifiques. Tu réemploies ces termes spécifiques. Et la personne qui, quelque part, elle se voit en miroir dans toi, qu'est-ce qui est le plus familier pour une personne? Elle-même. Donc, si elle voit une personne quelque part qui lui ressemble, on a tendance à baisser la garde. En tout cas, psychologiquement, c'est un phénomène qui joue ça. Ouais. Parce que, en fait, tu vois, j'ai fait entre guillemets, des négociations, si tu veux, et je trouve que c'est un peu contre-intuitif, mais le pire, c'est quand les gens, ils agissent un petit peu de manière méthodique et que tu le sens, tu vois. Et par exemple, il n'y a rien de pire pour moi que faker la sympathie, tu vois, ou quelqu'un qui va être trop chaleureux, alors que tu lui as rien demandé, tu vois.
Et, ou alors, tu sais, ça, c'était quand je cherchais un coach sportif, c'était intéressant. En fait, on faisait un appel. Il disait, voilà, ce que je te propose, c'est qu'en fait, on se donne dès maintenant une prochaine étape et tout. Je disais, écoute, non, en fait, j'ai pas envie de prochaine étape. En fait, je prends la décision maintenant. Tu me dis le prix ou tu me dis ce que tu veux et on le fait, tu vois. Tu vois, j'aime pas me faire endormir, Oui, oui, etc. oui, où il se met dans son tunnel, il se dit, OK, on va faire ça, mais bon, il va sûrement pas accepter tout de suite, donc du coup, je vais lui reproposer un autre meeting ou un autre truc comme ça, c'est ça, ouais? Bah oui, oui, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire un peu les gens qui font un peu comme dans les livres de vente, quoi, ou Ouais. comme ils suivent un petit peu les méthodes pas à pas. Et, et même à haut niveau, enfin, c'est quoi la plus grosse négociation que j'ai fait? C'est vrai que j'étais quand même ferme, tu vois. Par exemple, au tout début 2021, il y a un gars, il arrive et il dit, donc c'était pour des prestations de ghostwriting, et il dit, oui, si on le fait, non pas que pour moi, mais qu'on le fait pour mon associé, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc sous-entendu, bah, est-ce que tu nous fais un prix, quoi? Mhm. Je lui dis, non, mais il n'y a pas de il y a pas de, il y a pas de négociation, c'est comme ça, OK. tu vois. Et, et il me dit, ok, tu vois. Il y a pas mal de fois, en fait, on me propose des choses et je me dis, j'ai pas envie de négocier, tu vois. Euh, les personnes, par exemple, d'ailleurs, ça m'arrive pas beaucoup, mais, mais souvent, par exemple, tu vas dire, oui, donc telle chose, c'est 500 €, et imagine la personne, tu te dis, allez, 450, on signe. Mhm. Tu vois ça un peu dans les films et tout. Moi, dans ma tête, je me dis, mais waouh, on n'est pas au sentier là. Mais tu sais que moi, j'ai vécu des situations comme ça, mais qui sont lunaires. Mais tu sais, moi, je l'ai vu, hein. Et des fois, ça marche par contre, ce genre de technique avec certaines personnes. C'est-à-dire, je me souviens, mon associé Alexis du début, il était vachement comme ça, en fait. Il faisait des négos des fois, enfin des calls, et il appelait souvent les gens, un fournisseur, par exemple, le vendredi à 16h30, tu vois. Et il lui disait, je sais pas, il y avait une presta qui était à 3 000 €, par exemple. Il disait, bon, allez, 2 200 €. Comme ça, on est tranquille. Moi, je m'enlève ça de la tête. Vous avez signé avant votre week-end. On part tous les deux en week-end. On est tranquille. Vous avez sécurisé le deal. Moi, j'ai plus besoin de penser à ce sujet-là. On est d'accord. Donc, vous me l'envoyez. Par contre, si vous me l'envoyez, là, je pars dans 10 minutes. Je vous fais la signature directe et je vous le renvoie. Je vous le scanne et je vous le renvoie, quoi. Mais j'ai 10 minutes. Toi, donc, il jouait vachement sur ce côté-là. Sur le coup, comme tu dis, la négociation. D'ailleurs, c'est marrant parce que on était installé dans le sentier, tu vois. Tu dis, on n'est pas dans le sentier. Nous, on était dans le sentier. Mais et donc avec la pression du temps, pression temporelle, avec ouais, voilà, j'ai 10 minutes. En gros, tu as 10 minutes pour te décider. Soit tu signes, soit c'est mort, quoi. Tu vois. Ouais, bah, non, mais ça peut être intéressant, mettre une pression temporelle, évidemment, euh, tant que, tant que ça reste, pour moi, éthique, Mm. tu vois. Après, voilà, ça dépend un peu aussi des marges, etc., etc., parce qu'il y a des gens, notamment des freelances, qui, en fait, vu qu'ils n'ont pas une forme d'assurance, Ouais, ils peuvent accepter des choses où tu te dis, c'est pas éthique, tu vois. je vois ce que tu veux Et dire. en fait, une des choses qui rassure, notamment au niveau des prix, c'est il y a des gens qui disent benchmark is for losers, c'est-à-dire regarder Mm. la concurrence pour les losers. Parfois, je vois des gens, je vois les prix qu'ils mettent et je me dis, eux, ils négocient pas, tu vois. Et en fait, ça rassure aussi de voir. Donc, c'est pour ça que c'est important, notamment dans la préparation de la négociation, euh, de d'aller voir ce qui se fait quand même un peu Mm. sur le marché. Et en fait, ça, c'était un mec de LinkedIn à l'époque, il Ok. travaillait à LinkedIn, il s'appelle Yannick Capodar. En fait, passer avant d'arriver dans un entretien ou autre, il me disait, mais les gens, si tu les... Et ça, c'est important, c'est dans l'écoute, si tu les fais parler, t'as pas idée du nombre d'informations Ouais. confidentielles Mm. ou sensibles qui vont te lâcher. Mm.
Et moi, tu sais, le nombre, en France, hein, le nombre de gens. Tu sais qu'avant, pour les auditeurs, j'ai postulé chez David en 2019, j'ai été refusé pour une raison, c'était que vous étiez trop à l'époque. Enfin, vous veniez de finir une levée de recrutement. Ouais, oui. Tu sais que j'ai créé une fille, je ne vais pas la citer aujourd'hui, j'ai créé une fille de chez toi pour On avoir. peut la citer si tu veux. C'est qui? Fanny Poursine. Ah, Fanny, oui, 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 très bien, ouais, ok. Elle m'a lâché son salaire alors que je la connaissais pas. Ben oui, 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 oui. Information importante. Ouais, information importante, exactement. Ouais, ouais. Et qui, toi, j'imagine, si ça avait poursuivi, enfin, s'il y avait eu des jobs ouverts ou quoi que ce soit, alors je sais pas à combien, à combien tu voulais être recruté à la base, mais imagine, j'en sais rien, moi, tu étais parti pour être recruté à l'époque à 40 000, si elle te dit qu'elle est à 50 ou 55. Forcément, ça change un petit peu la manière dont tu vas aborder l'entretien de recrutement. Ouais, quoi. ouais. Je vais, par respect pour elle, c'était il y a longtemps, hein, je vais pas donner le montant qu'elle m'a donné, mais pour te montrer à quel point les gens sont mauvais en négociation, je vais te raconter un truc, je pense que personne n'est au courant. J'ai postulé dans une entreprise qui s'appelait, je crois que ça s'appelait We Love Words, ou We Love, enfin bref, c'était une agence qui s'occupait en fait de faire la stratégie de contenu pour les entreprises. D'accord? Et à un moment, le recruteur, donc on fait un recrutement, un entretien, et j'étais nul à l'époque en entretien. Et pour te dire à quel point, genre, j'étais pas préparé, il me dit c'est quoi tes prétentions salariales? Et moi, tu sais ce que je lui réponds? Non. Je lui dis ce qu'il y a comme vous voulez. Je lui dis c'est combien? Il me dit mais attends, mais t'as bien un chiffre. Mec, et t'avais pas en tête un chiffre Non. Non, ok. 2019. Ok. Mais t'imagines? Genre, t'as fait 5 ans à Sciences Po, 1 an d'école de commerce, top 3. T'arrives à un entretien, on te dit c'est quoi tes prétentions salariales? Et toi, tu dis, oh, je sais pas, vous avez prévu combien? Ouais, mais après, ouais, 2019, attends, 2019, ouais, c'était il y a 7 ans. Parce que, tu sais, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, J'avais même. 25. Ouais, mais avec LinkedIn, les réseaux sociaux, machin, tout le contenu que tu vois, TikTok, Instagram, t'as plein de gens maintenant, tu sais, qui discutent, enfin, qui parlent de ces sujets-là, tu vois. Comment préparer justement ta négo de salaire, comment annoncer tes prétentions salariales, nanana. Mais, et bien évidemment, quand tu faisais des écoles de commerce, souvent, ils te préparaient un peu à ça. Mais quand t'étais dans des filières un peu plus littéraires, sciences humaines, des trucs comme ça. Moi, par exemple, je sais qu'en psycho, jamais de la vie, on nous a appris, tu vois, même à se positionner en termes de salaire, de trucs comme ça. C'était lunaire, quoi. Donc, ouais. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que sur la posture, pour finir sur la posture, après, on passera sur comment gérer l'hostilité en négociation, d'accord? Mais en fait, tu l'avais déjà évoqué dans l'épisode précédent, l'épisode sur le pricing, mais en fait, ce qui est intéressant d'une négociation, c'est quelqu'un qui est débutant ou qui n'est pas forcément bon en négociation va penser que c'est toujours l'acheteur qui a la main. Tu vois? C'est-à-dire, en fait, parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu es en fait en mesure de négocier. Et on avait parlé des fameux Hermès, Rolex, ou je sais pas, quand tu arrives dans une boîte de nuit UP, tu fais la queue, t'as beau leur agiter des billets, s'ils veulent pas que tu rentres pas. Tu rentreras pas. Ouais. Et en fait, ça rejoint un peu sur la posture le fait que c'est pas parce que quelqu'un est en face de toi et a de l'oseille qu'il a tous les droits ou qu'il va te mettre la tête sous l'eau. À tout moment, tu peux sortir des négociations. Et je vais te raconter une histoire. Donc, alors, je peux pas donner son nom, mais c'est un entrepreneur qui est connu. Et en fait, quand il faisait des négociations, il disait un truc aux prestataires, en fait, donc quand il était acheteur, et c'était vachement déstabilisant. C'est une de mes coachs qui m'a raconté ça. En fait, il dit... Donc là, on a discuté donc d'un cadre sur des choses que je suis capable d'acheter. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, vous allez me donner un prix unique
Et ce prix, je l'accepterai ou je ne l'accepterai pas. Mais si je ne l'accepterai pas, c'est terminé. Ok. Wow. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il te mettait une pression où il se disait, en fait, tu dois annoncer quelque chose, mais si ce que tu annonces, il ne le prend pas, tu n'as pas de deuxième chance. Ok. Ça te parle, ça ? Ouais, ça me parle. Ouais, après, c'est une stratégie pour te dire. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé, tu as ton prix idéal, tu as le prix plancher, après, tu as ton prix un petit peu, tu vois, tu peux descendre assez confortablement jusqu'à un certain prix. Quand on te pose un ultimatum comme ça, en gros, voilà, tu as une occasion de me faire une offre. Si jamais je la considère pas bonne, je me casse de la négo, forcément, tu vas faire quoi ? Tu vas aller taper plutôt du côté de la borne inférieure que tu t'es fixé. Tu vois, en tout cas, c'est le réflexe naturel de beaucoup de personnes. Mais, ouais. En fait, il y a... Alors, c'est vrai, et il y a le réflexe d'autres personnes qui se disent « Ok, ce prix me va pas », et ils commencent à négocier. Et en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc. Je dois faire attention parce que il y a peut-être des exceptions, mais je suis un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais entendre le prix et je vais rien dire. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes, ils vont commencer non pas à négocier, certains, ils vont commencer à se plaindre, voire t'insulter. Comment ça ? Pour qui vous prenez-vous ? Qu'est-ce que c'est que ce tarif ? C'est beaucoup plus fréquent que ce que les gens pensent. Ah, je sais, c'est ouf. Et justement, là, on peut passer à un point, c'est comment gérer une négociation hostile. Ça arrive tout le temps. Tu vois, je sais pas, ton voisin, par exemple, qui dépasse avec sa... Je sais pas, tu dépasses, ou alors tu dépasses avec ta voiture dans le garage, ou alors il y a quelqu'un qui est dans un de tes programmes qui n'est pas satisfait et qui commence à s'énerver, etc. Moi, j'en ai eu quelques-uns. Et en fait, souvent, ces personnes-là, déjà, souvent, elles ont un mauvais état d'esprit, parce souvent, elles veulent partir pour les mauvaises raisons. Et en fait, elles commencent parfois à te faire des attaques personnelles. Tu n'as pas fait ça, ou tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Et là, tu dois négocier un peu en crise. Et là-dessus, toi, ça t'est déjà arrivé donc Si, carrément. En fait, tu as des gens qui sont qui sont très sensibles. C'est pareil, c'est une structure psychologique particulière, mais qui sont très, très, très sensibles à l'injustice, tu vois. Ouais. Et en fait, qui vont vivre, par exemple, une situation comme étant justement une injustice totale. Tu vois, oui, c'est pas normal, j'attendais ça, j'ai pas eu ça, et elles ont vraiment l'impression que tu leur fais un affront phénoménal. Et dans ces cas-là, en fait, ce qui marche vraiment bien, c'est plutôt que de chercher à se défendre, c'est vraiment justement de se mettre dans une attitude d'écoute et d'inviter la personne à justement se déverser un peu. Et parce que plus tu essaies de te défendre, plus la personne va monter en pression, plus elle va se dire « oui, il m'entend pas, ça va pas, nanana », et plus tu lui offres de l'écoute, et plus automatiquement, ça va la faire descendre, mais d'un coup. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, des fois... tu sais, au tout début d'Assessors, pareil, on avait le support, les gens qui faisaient le support, qui étaient dans le même open space que moi, tu vois. Et ça m'est arrivé des fois d'avoir des gens... j'entendais, tu vois, les conversations des gens qui gueulaient au support. Et en fait, c'est « oui, je veux parler à votre directeur, machin, nanana ». Et donc, des fois, moi, je prenais le call. Et le gars, juste en l'écoutant, en disant rien, mais il redescend alors que tu l'avais entendu hurler sur ton collab, tu vois, 2 minutes avant, limite l'insulter. Et c'était assez marquant, ça. Ouais. Ça a un nom, ça dans le livre de Chris Voss, il appelle ça l'empathie tactique. Ok. Ouais. Et c'est important que les gens se sentent écoutés. Et après, voilà, dans la négociation, souvent, en fait,
c'est difficile. Vaut mieux vraiment pas rentrer dans une forme de confrontation. Parce que les gens, s'ils ont comme tu disais, l'injustice ou l'ego blessé, ils sont prêts, en fait, à aller très loin. En fait, à un moment, c'est plus une question de l'argent ou autre. C'est une question de s'ils ont l'impression qu'ils sont pas respectés, ils sont pas écoutés, ils peuvent vraiment passer leur nerf sur toi et aller très très loin. Et quand il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, qui sont bêtes, ils sont capables d'aller super loin dans les procédures. Donc il y a des moments où je pense aussi que dans les négociations, accepter en fait que tu peux pas gagner toutes les négociations. Il y a des moments où en fait tu gagnes la négociation en laissant filer un peu parce que la personne, tu sais pas de quoi elle est capable. Ouais, c'est clair. Après, il y a des situations qui sont compliquées aussi, tu vois. Par exemple, typiquement, encore une fois, un truc que j'ai en tête, là, une grosse négo qu'il y avait eu. Pareil, c'était pour équiper tout un groupe. Et je me souviens, le gars, le gars avait très, très mal embarqué la négo, si tu veux. Pareil, c'était un acheteur. Et l'acheteur qui commence, tu vois, à mettre une pression de ouf. Mais en disant, voilà, j'ai pas que ça à faire. Donc, je vous appelle pour négocier... pour faire la négo sur les tarifs, machin, donc votre offre, tout, blablabla. Donc au départ, mais tu vois, il le fait de manière un peu sèche. Donc je lui envoie notre proposition. Bon, ok. Ensuite, on se rappelle. Et le gars qui commence à t'expliquer, non mais ça va pas du tout, vos tarifs, c'est n'importe quoi. Mais tu vois, il y a manière et manière de dire. Et moi, ça m'a tendu, tu vois. Ça m'a vraiment tendu, en fait, sur le coup. Donc je me souviens, je lui avais dit... Parce qu'en plus, on avait déjà un peu discuté des tarifs avec les RH, tu vois, et parce qu'on avait un interlocuteur qui était assez haut placé, c'était une grosse organisation. Donc, je m'étais assuré, j'avais dit au gars, Frédéric, il s'appelait, j'avais dit, Frédéric, OK, donc on peut se mettre d'accord, mais vous n'allez pas m'envoyer derrière les acheteurs qui vont nous ouvrir de bas en haut parce que ça ne va pas le faire, en fait, quoi. Et il m'a dit, non, c'est bon, c'est bon. Et après, voilà, quand même, on passe quand même par les achats. Oui, mais c'est le process, mais ça va aller bien. Et en fait, le gars, à un moment donné, justement, l'acheteur qui devient foufou, là, je lui dis, écoute, Toto, je t'explique, la cavalerie, elle est... T'arrives trop tard, en fait, t'es comme la cavalerie qui arrive trop tard. La négo, elle a déjà eu lieu, en fait, avec mon interlocuteur, avec Frédéric, donc on va pas bouger d'un centime. Et le mec, il est parti, mec. Il est parti en spirale. Donc on s'est un peu monté, tu vois, et jusqu'à un moment où il m'a dit... Putain, moi vivant, je te promets, tu rentreras jamais dans le groupe. Et ça m'a fait péter un câble. Et je me souviens à l'époque, ils se reconnaîtront peut-être si ils regardent l'épisode. En fait, j'ai écrit un mail au CEO de la boîte. J'ai cherché tous les gens qui étaient dans le COMEX, machin, qui étaient là. Et je les ai tous mis en copie en expliquant, voilà, là, on a envie d'avancer ensemble. Manifestement, on a un clown en face chez vous qui nous empêche de contractualiser. J'ai essayé de lui expliquer que la négo avait eu lieu. Donc, monsieur Machin, qui est en copie du mail, peut en attester. On s'est mis d'accord avant. Mais c'est parti très, très, très loin. Après, ils m'ont dit, le chiot m'avait appelé, je me souviens, et il m'a dit que ça les avait fait beaucoup marrer et ils avaient fait circuler en interne le message. Mais ça m'interroge, justement, tu vois, des expériences comme ça m'avait vraiment interrogé. Je m'étais dit, t'aurais pu la fermer et lâcher 15 points, 20 points. Et le fait, en fait, d'avoir tenu, mais de m'être mis, tu vois, d'être monté aussi haut que lui, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas, tu vois, quand il m'a dit, voilà, enfin, quand il m'a abordé, il ne s'attendait pas du tout à ce que je lui réponde comme ça. Quelque part, ça a rééquilibré un peu. Tu vois, c'est un peu comme, par exemple, quand tu as quelqu'un, justement, qui te parle mal. En fait, le fait déjà par exemple, il te hurle dessus, tu lui hurles dessus. Donc, du coup, tu es sur le même canal. Et ensuite, toi, si tu redescends, lui va redescendre. Il y a vraiment une question de se mettre sur le canal émotionnel de l'autre, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ah, mais c'est intéressant. Ok, ce que tu as fait, c'était ballsy, quoi, comme disent les Américains. Ok, donc oui. Et en fait, il n'y avait pas
à l'époque, c'était un problème d'ego. Il n'y avait pas cet objectif commun partagé qui était d'avancer ensemble. Et peut-être que peut-être qu'il était mal luné, il s'est engueulé avec sa femme, tu sais pas. C'est possible. Et puis, c'est aussi le problème quand tu as des acheteurs. Tu sais, tu as toujours une dichotomie, quoi. T'as d'un côté, tu as ton vrai client. Par exemple, c'est le RH, tu vois, le DRH. Lui, il a un besoin, il voit la valeur de ta solution. Et d'un autre côté, tu as l'acheteur. Et l'acheteur, lui, il est là pour découper ton prix, en fait, découper ton offre. Tu vois, mais après, souvent, quand on est face à l'acheteur, on a tendance à se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais ouais, lui, il a le pouvoir parce qu'il va me lâcher de l'argent ou pas. Donc, du coup, tu vois, il faut que tu te fasses un peu petit et que tu acceptes des concessions. Mais en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, l'acheteur, il est dans un rôle. En fait, il joue une pièce de théâtre avec l'ensemble de ses techniques. Mais si jamais il doit aller voir le RH, le DRH, et lui dire finalement je me suis embrouillé et puis j'ai cassé la relation avec votre fournisseur, il va pas se faire bien recevoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est toujours très important quand on est face à un acheteur de bien garder en tête les échanges qu'on a eus avec son vrai client entre guillemets, tu vois, avec l'opérationnel dans la boîte, parce que si jamais tu sais que ta solution elle est, comment dire, non seulement elle est utile, mais elle est perçue comme ayant énormément de valeur pour ton interlocuteur. Tu peux être sûr qu'à un moment donné, l'acheteur, il va jouer son rôle, mais à un moment donné, il va s'arrêter, tu vois. Il ne va pas aller jusqu'à détruire la relation que tu as avec la boîte, quoi. Ok, ouais. Non, sur ça, ouais, faire attention sur les négociations, ça peut très vite s'envenimer, surtout quand les gens ils n'ont pas peur du conflit. Moi, j'essaie toujours de mettre des distances, etc. Mais bon, il y a un autre truc sur la négociation, c'est quand les gens ils essaient de faire rentrer des carrés dans des ronds. En fait, tu vois, par exemple, toi, tu proposes un truc, ils disent ouais, mais vous voulez pas faire ça sur mesure pour nous, etc. Peut-être qu'en fait, à votre niveau, ou quand on est une grosse entreprise, tu vois, les négociations prennent du temps sur les cycles d'achat, etc. Moi, je me suis rendu compte, en fait, à un moment que tous les deals sont pas bons. Tu vois, c'était Chris Voss qui disait « No deal is better than a bad deal ». Tu vois. Complètement. Surtout quand tu sais pas, tu as du mal à évaluer combien de temps ça va te prendre, etc. Moi, ça m'est arrivé et j'ai beaucoup de gens où je sentais le truc. Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit j'aurais pas dû prendre ce deal, j'aurais pas dû négocier. Et donc, en fait, le dernier point, c'est savoir quand quitter la table. Parfois, c'est mieux de laisser l'argent sur la table et pas prendre et ne pas négocier un deal, en fait. Carrément. Tu sais, c'est comme on te dit quoi? Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès, c'est pas ça l'idée? Mais c'est qu'en fait, faut quand même mieux se mettre d'accord en général quand il y a un litige. Mais je pense qu'il y a certaines fois, la personne, elle est vraiment de mauvaise foi. Et en fait, vous n'êtes pas dans l'objectif commun partagé de résoudre le litige. La personne veut te faire payer, en fait, tu vois. Il y a des moments où peut-être il faut aller au bout. Ah ben clairement. De toute façon, il y a toujours... Et il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui se passe si jamais je signe pas ce deal, tu vois? Il se passe quoi? En vrai, il se passe quoi? Est-ce que ma boîte va s'effondrer? Je vais pas pouvoir payer mes factures? Est-ce que je vais être obligé de virer tout le monde? Ou est-ce que, ok, même si c'est un gros deal, c'est pas grave en fait, tu vois? C'est pas grave. Et toujours faire gaffe à... parce que parfois, on peut être tenté d'accepter une négo... Enfin... par exemple, de baisser un peu ses tarifs si, par exemple, tu as ton interlocuteur qui dit « Ouais, mais votre concurrent, il est, je sais pas, 40% moins cher que vous. » Bon, alors, tu peux défendre la valeur, machin, tout ce que tu as en plus, blablabla. Mais si à un moment donné, ton interlocuteur, lui, ne voit... en gros, il voit pas plus loin que le tarif. Des fois, tu peux te dire « Bon, allez... on va baisser un peu, comme ça, on passe au deal suivant, tu vois, ça c'est encaissé et on passera au client suivant après. » Mais le truc, c'est que peut-être que ton concurrent, il a des coûts fixes qui sont moins élevés que les tiens, tu vois. Peut-être que il n'utilise pas les mêmes technos que toi, donc du coup, encore une fois, ça lui coûte moins cher, il peut se permettre de faire ça. Et puis après, quel est le coût aussi sur même
toi, tu as la perception de ta marque, en fait, quoi. Tu vois? Donc, il faut pas toujours... Enfin, encore une fois, moi, j'ai vu ça beaucoup, des gens qui se disent « Ouais, les concurrents sont moins chers, est-ce qu'on peut pas faire une offre, en tout cas, qui s'en rapproche un peu ?» Bah, des fois, non, en fait. Des fois, il faut mieux laisser le client partir chez le concurrent qui est moins cher, faire en sorte qu'il se casse le nez avec ton concurrent, et ensuite, bah, quand il reviendra, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, eh bien, il sera tout à fait disposé à payer plus cher ton tarif, parce qu'il aura expérimenté le fait que bah, peut-être que ton concurrent est moins bon que toi, en fait. Quoi. Moi, ça a jamais été un... Alors déjà, on me le dit pas souvent, mais ça a jamais été un... Enfin, ça a rarement été un critère où quand les gens disaient... Par exemple, parfois, il y a une technique, et en fait, souvent, j'aime pas, c'est quand les gens arrivent et donc ils t'appellent bah, justement pour un appel d'offres, et ils vont dire oui, juste pour que vous sachiez, je vais voir, vois d'autres prestataires après vous. Donc, sous-entendu, je me laisse le choix et je prendrai une décision. Tu vois. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, ça change rien pour moi, en fait. La personne, si elle veut aller avec quelqu'un d'autre, elle y va. Mais tu as intérêt à avoir, soit à penser que tu es meilleur que les autres, si tu es plus cher, soit à te dire que voilà, tu as assez... parce que pourquoi le concurrent il est moins cher? Est-ce que ce qu'il fait, il fait aussi bien que toi moins cher ou autre? Tu vois? Et c'est pour ça aussi que dans la négociation, c'est pour ça que c'est important, et c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard. Tu vois, si y a un gars, il va dans une entreprise de téléphonie et qu'il a décidé d'acheter un iPhone, t'as beau être un négociateur de ouf et de dire non, mais en fait, je vais regarder je vais vendre un Samsung. Si le gars a décidé d'acheter un iPhone, il va acheter un iPhone, il va pas acheter un Samsung. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est dans la négociation, c'est pas qu'une question de est-ce que tu es un bon négociateur, mais c'est est-ce que tu as été assez bon en amont en marketing pour faire en sorte que les gens ne négocient pas. Oui, travailler sur la perception de la valeur de ton offre. Voilà, ouais, bien sûr. D'où l'intérêt pour ce qu'on fait de faire ce qu'on appelle du média. Donc, complètement, voilà. Parce qu'il y a plusieurs fois des gens qui m'ont dit, en fait, cette prestation, on veut la faire qu'avec toi. Ou alors, des gens qui disaient, oui... mais est-ce que c'est un peu cher? Et je lui disais, je peux vous conseiller d'autres gens qui sont moins chers. Et l'autre disait, non, mais en fait, on veut vraiment travailler avec toi. J'appelle ça l'effet iPhone, en fait. Tu vois, les Samsung, tu sais que les écrans d'iPhone, ils les achètent à Samsung. Ça, je savais même pas, tu vois. Non, mais par exemple, tu donnes cet exemple-là. Moi, personnellement, tu me files un Samsung et tu me donnes 200 € en plus, je ne l'utiliserai pas, en fait. Moi, après, je suis peut-être un débile, tu vois, mais je verse la dîme à la secte Apple tous les ans, en fait. Tu vois, dès qu'il y a un nouveau modèle. Et pourquoi? Comme tu l'as dit. Parce que la négo, en fait, il n'y a pas de négo. La négo, elle a commencé bien en amont. C'est parce que quand tu achètes un iPhone, voilà, tu achètes tout un univers. Tu vois, toutes les représentations qui vont avec, c'est peut-être bête, mais c'est comme ça, en fait. C'est pas bête. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut conclure sur ce point-là. En fait, pour moi, le mieux, c'est de mettre en place les conditions pour qu'il n'y ait pas de négo. Donc, soit tu es le premier, soit tu es l'unique à faire ce que tu fais, soit le bouche à oreille est tellement bon que ton produit est irrésistible, standardisation des prix et de l'offre pour que les gens n'aient pas à réfléchir, et vision et segmentation de clients premium pour que personne n'ose t'embêter, entre guillemets, à te négocier le prix. Tu vois. Et parfois, aussi, ça fait gagner du temps de pas accepter la négociation. Il y a 2 jours, il y a une fille, elle nous envoie un message, elle me dit « Oui, on veut prendre le bootcamp LinkedIn. Est-ce qu'on peut payer en 2 fois ?» Mon assistante répond « Non. » Poliment, hein. Ouais. Il y a une autre fille, elle dit « Oui, est-ce que je peux payer avec PayPal ?» PayPal nous a posé des problèmes. On dit « Non, pas de PayPal. » Mais on perd peut-être des clients, mais au moins, on s'évite, tu vois, cette charge mentale de la négo.
Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur ça. Non, c'est une bonne conclusion. Après, c'est vrai que tout dépend le cadre dans lequel tu es, tu vois. Par exemple, moi, je sais que les négos, elles sont inévitables. Tu peux pas les éviter à un certain niveau. Enfin, quand tu interagis avec des boîtes d'une certaine taille, tu sais que tu vas avoir les achats, tu sais qu'ils vont tenter de négocier. C'est inéluctable, en fait. Ouais. Donc, mais en effet, être dans un, comment dire, se construire un territoire premium où tu es un peu unique, tu as une offre qui est très différenciée par rapport aux autres, c'est une technique qui est éprouvée et qui fait en effet que ça te permet d'éviter d'avoir à te battre sur des centimes, quoi. Après, ouais. C'est une phrase de Kevin Kelly. Don't be the best, be the only. Voilà. Merci David. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.